On te dit logements sociaux, tu nous dis pas de ghetto. On te dit lutte à la mixité, tu nous réponds mixité. On te dit droit au logement, tu nous réponds droit à l'argent. À Montréal, l'offre locative ne répond pas aux besoins de plusieurs citoyens qui peinent à trouver des logements abordables et à proximité des services. Pourtant, Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal, confirme que le marché immobilier est en pleine effervescence. L'immobilier va très bien à Montréal. Il y a de la grue à Montréal. On a une centaine de grues, beaucoup de projets. Pour Louis Gaudreau, chercheur à l'IRIS, la situation n'a pourtant rien d'étonnant en ce que l'offre locative est régie selon les règles du marché immobilier et non pas les moyens des locataires. L'état actuel du marché serait selon lui en partie attribuable à l'assouplissement, il y a une trentaine d'années, des règles gouvernementales permettant l'accès au crédit hypothécaire. Les individus s'endettant davantage pour acheter de l'immobilier sont aussi ont plus de pression pour générer des revenus, revendre plus cher, augmenter les loyers, se débarrasser des locataires qui payaient moins cher, profiter du fait que certains locataires quittent pour justement aller à la recherche du locataire qui va payer le plus cher, donc mettre aux enchères ces logements, etc. Mettre ces logements sur Airbnb quand on part une semaine, quand on part 2 semaines pour rentabiliser au maximum son logement. Bref, ce sont des stratégies qui, à mon avis, sont venues avec les efforts qui ont été consacrés à rendre le crédit plus accessible. Ces 4 propriétaires qui usent de diverses tactiques pour reprendre possession de leur immeuble, les comités de logement ne les comptent plus dans la métropole. Martin, locataire dans un immeuble d'une trentaine d'unités dans Rosemont-la-Petite-Patrie, en a lui-même fait les frais ce printemps. Il me dit « We're legally forced ». On est légalement forcé de faire ces travaux parce que vraiment l'immeuble est dangereux. Et vraiment, en l'espace de 10 minutes, il a dû me dire le mot dangereux, danger une vingtaine de fois. Et vraiment insiste. Pour finalement, et tout ça, je me dis, où est-ce qu'il va, où veut-il en venir? Je l'écoutais, mais bon, tu débarques chez moi tard le soir et tout. Et donc là, écoute, nous, on a réussi à avoir un délai. On va commencer les travaux au 1er juillet. Mais ça va durer, c'est important comme travaux, ça va durer un bon moment. Donc, on n'a pas le choix de vous demander de résilier votre bail, de quitter au plus tard le 1er juillet parce que nous, on va vraiment tout démolir, tout refaire. Dans ce cas-ci, il s'agit bien de manœuvres illégales, lesquelles Martin et les quelques locataires habitant encore l'immeuble ont rapidement dénoncé à la Régie du logement. Or, ce ne sont pas tous les propriétaires pour qui la fin justifie les moyens, alors que des avenues plus simples permettent de parvenir au même résultat. Il y a toutes sortes de façons de faire en sorte de transformer un logement locatif en copropriété, divise ou indivise. La Régie du logement protège très mal les locataires. Très, très mal. Et ce qui fait en sorte qu'un locataire qui se retrouve avec un propriétaire malveillant va se faire chasser de façon... Et s'il se trouve avec un propriétaire bienveillant qui veut quand même être bon avec son locataire qui souhaite le voir partir, il va lui offrir une compensation monétaire assez basse. Mais c'est ça, c'est qu'un matin, genre juste avant qu'on se rencontre, je pense en plus, Laurence et Seb se font réveiller par un huissier. Un huissier qui arrive puis qui propose de laisser faire la cessation de bail, de juste faire un... Comment qu'on appelle ça? De juste résilier le bail. Leur donner 1000$, puis dire tout est beau, tu sais. Ce qu'ils voulaient faire depuis le début, c'était reprendre le bail puis augmenter le loyer comme ils ont fait en bas. Tu sais, parce qu'eux, dans le fond, quand Laurence a déménagé ici, ils s'entendaient super bien avec le proprio, c'était super cool, mais le proprio, il a vendu. Parce que je pense qu'il était rendu trop vieux. Puis il a vendu à ces nouveaux propriétaires-là, que je pense que c'est la première fois qu'ils sont propriétaires. Donc visiblement, ils connaissent pas super bien la loi. Moi, c'est mon impression. Puis les droits des locataires. Puis, fait que c'est ça. Puis eux, quand ils ont vu ici le potentiel de ce building-là, ils ont comme fait, OK, ben on va rénover, on va louer vraiment plus cher. Puis c'est comme le phénomène de gentrification dans le quartier, c'est en plein ça, tu sais. Il y a moins de logements à des prix encore plus élevés. Et ceux qui ont des logements comme nous se font mettre à la porte. En fait, la crise du logement, concerne les gens qui cherchent des logements à bas coût. Si vous êtes prêt à mettre 2000$ par mois pour trouver un logement, vous n'êtes pas dans la même situation que si vous cherchez à 650.
Un peu de ça. Bien que la crise du logement et la gentrification ne soient pas un seul et même phénomène, la première exacerbe les effets de la seconde. Et c'est quand même des choses qui sont interreliées. Quand on pense à des quartiers populaires où c'était facile de se loger d'une manière abordable, puis qu'on change ces quartiers-là en favorisant la construction de condos, en reprenant des logements qui étaient abordables, puis en faisant des condos, en haussant les loyers, bien évidemment, ça amène à une crise du logement. C'est sûr et certain que ça va ensemble parce que les personnes n'arrivent plus à se trouver de logement. Quand ils en cherchent, quand ils perdent leur logement à cause d'une reprise de logement, par exemple, mais ils n'arrivent plus à trouver un autre logement parce que les loyers ont grimpé, ont doublé. Alors que les causes de la crise du logement sont de nature économique, ces conséquences affectent quant à elles la sécurité sociale et ultimement la santé mentale des locataires. Une réalité d'autant plus réelle lorsqu'il est nécessaire d'entamer des procédures légales pour préserver l'accès à un logement décent. Cessez d'étudier, car il fallait pour mieux manger, serrer les dents et travailler. Psychologiquement, c'était super stressant. Là. Nous, on arrive devant la loi, on n'a rien à part des conseils à droite à gauche, mais c'est super intimidant, surtout quand t'as jamais fait ça. Moi, je trouve aussi qu'on est dans un système qui favorise pas les moins nantis en général. Fait que moi, c'était surtout ça qui me faisait peur. Je me disais, d'habitude, mais en même temps, je sais que la Régie du logement, c'est là aussi pour faire valoir les droits des locataires autant que les proprios, mais genre, moi, on dirait que je croyais pas au fait qu'on puisse gagner contre des propriétaires, tu sais. Du côté de Martin, même son de cloche. Ça a bouffé beaucoup de temps d'énergie à beaucoup de gens. Ce qui d'ailleurs fait qu'il y a des locataires qui habitaient l'immeuble depuis 5, 6, 7 ans, qui au bout d'un moment ont dit « Pour ma santé mentale, j'en peux plus, je préfère partir ». Donc, ils ont quand même gagné. En ce moment, je crois que dans l'immeuble, on est sur 30 logements. Je crois qu'on a encore une douzaine à être ici. Il y en a encore beaucoup qui sont partis. Puis c'est des gros trucs à travers lesquels tu passes, l'endroit où est-ce que tu habites. Genre, c'est quand même vraiment important dans la vie de... C'est super stressant de ne pas savoir si tu vas pouvoir rester ou pas, d'organiser des déménagements en plein milieu de la session. Devant la situation actuelle qui semble confirmer la crise du logement, quelles sont les meilleures avenues à prendre? Pour Louis Gaudreault, le changement doit avant tout passer par l'application de mesures politiques. Disons que l'esprit général, la chose, c'est qu'il faut imposer de nouvelles limites à la propriété lucrative. Donc, à la dimension lucrative de la propriété. Ça paraît un peu radical de dire ça, mais ce sont des choses qu'on fait depuis déjà les années 70 au Québec. Quand on a créé la Régie du logement, puis une méthode de fixation de loyer, on n'a pas dit qu'on n'avait plus le droit de faire d'argent avec l'immobilier ni avec le logement locatif. On a juste essayé de trouver, enfin c'était les termes de l'époque, un équilibre entre les propriétaires et les locataires. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de profit qui est correct, mais qui ne doit pas dépasser un certain niveau. Mais bon, en tout cas, ça, c'était l'esprit des mesures à l'époque. On a créé des instruments de zonage, de planification urbaine qui sont des limites au droit de propriété. Et je pense que dans le contexte actuel, il y a de nouvelles limites auxquelles il faudrait réfléchir. Ces outils étatiques, Montréal peut donc en user afin de résorber la situation actuelle. Parmi ceux-ci, la possibilité de retirer du marché immobilier terrains et bâtiments afin d'en faire des logements sociaux, puis, depuis 2017, celle de contrôler les conditions d'octroi des permis de construction, un pouvoir que la Ville a d'ailleurs récemment mis de l'avant. Actuellement, ce que fait la Ville de Montréal, c'est déjà bien. Donc, 18 000 logements de créés jusqu'ici depuis 2005-2002. On rajoute à ça 12 000 logements à créer d'ici 2021. Et le nouveau règlement qui a été présenté donc cette semaine par l'équipe de Valérie Plante, qui vise justement à inclure à l'intérieur de projets privés la création de logements pour les familles, de logements pour les gens à faible revenu. Donc, tout ça sera créé à l'intérieur de projets privés. Fait qu'on le voit, on se donne plusieurs leviers de changement. Un qui relève de l'appareil municipal, un autre qui va relever tantôt de l'État, par exemple l'Accès Logis, qui est un autre des programmes étatiques qu'on va utiliser. Et puis, on va mettre le privé à contribution, ce qui est une première au Québec. Une dernière solution dont Émilie Côté, issue du comité logement qui œuvre dans Hochelaga, se veut plutôt critique. Puis c'est tout le temps aussi cette espèce de stratégie d'inclusion qui fait que maintenant qu'on voudrait des logements sociaux, il faudrait que ça vienne avec des condos. Bien ça, on veut pas, puis on dénonce cette stratégie-là. Un autre des paramètres essentiels à prendre en compte pour une meilleure offre de logements locatifs consiste, selon Gilles Sénécal, à ne pas polariser les situations économiques des citoyens montréalais lors de la création de solutions.
Les mesures de protection des locataires, qu'est-ce qu'on fait avec ces locataires-là? Ils échappent complètement au système. C'est des gens qui ne sont pas admissibles aux logements sociaux parce qu'ils sont un petit peu en haut en termes de revenus. Alors, ils disparaissent dans le décor, on ne sait pas. Alors, c'est très complexe. Voilà. Pour remédier à cela, ce sont, selon Louis, des solutions plus novatrices qui sont à mettre de l'avant, alors que celles déjà en place semblent insuffisantes face à la force des lobbies immobiliers. De manière peut-être plus ambitieuse encore, on pourrait imaginer que la Ville utilise ses pouvoirs en matière de zonage pour maintenir la forme locative. C'est-à-dire que les logements qui sont locatifs dans un secteur devraient le rester. Mais ça, c'est des limites au droit de propriété, puis évidemment, ça se ferait pas sans une certaine contestation. Ce sont peut-être les fondements même de l'institution immobilière qui sont à repenser pour la saine gestion de l'offre de logement à Montréal. Dans sa forme actuelle, il est à prévoir que les fluctuations du marché continueront de dicter les crises du logement. L'institution même de la propriété fait en sorte que on a un droit, la propriété crée un droit légitime au profit. Alors, parce qu'on est propriétaire, on a le droit de faire fructifier son bien. Et déjà là, il y a comme un problème, des conditions structurelles dans le régime de propriété au Québec, mais ailleurs dans le monde aussi, presque partout finalement, qui incite qui favorise les situations dans lesquelles on se trouve en ce moment, puisque c'est un droit légitime d'acheter du foncier puis de faire de l'argent avec. C'était Marie-Ève Boisvert à Montréal.